Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous mettons en lumière un pilier essentiel de l'initiative Axis, la préservation et la valorisation des forêts du bassin du Congo et le développement économique des communautés qui y vivent depuis toujours. Mais pour bien comprendre les réalités de ce terrain et les enjeux, je ne suis pas seule. En effet, j'ai le plaisir de retrouver Rémi Darras. Rémi, bonsoir. Bonsoir Jemima. Alors, vous avez justement réalisé un dossier approfondi sur ce sujet crucial qui paraît dans le quotidien L'Opinion ce 9 avril. Rémi, je vous passe le relais pour présenter. En effet, pour décrypter cette initiative et ses enjeux essentiels, nous recevons les dirigeants de Phoenix Capital qui portent ce projet. Mathieu Auger-Schwarzenberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la stratégie environnementale et sociale. Vous êtes aussi le chef des opérations du projet de marché de carbone communautaire, le MAC. Et vous travaillez depuis plus de 20 ans sur la gestion durable des forêts d'Afrique centrale. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Rémi. Junior Chiteya, quant à vous, vous êtes vice-président exécutif, affaires gouvernementales, liaison, Axis et développement stratégique en RDC. Vous avez également un parcours riche de scénariste et réalisateur et vous fûtes notamment l'initiateur du programme national de plantation d'1 milliard d'arbres en RDC. Alors justement, la RDC possède la 5e forêt mondiale et la moitié de toutes les forêts du continent. Mathieu Auger-Schwarzenberg, pourriez-vous nous rappeler l'importance des forêts du bassin du Congo dans la préservation de la biodiversité mondiale ? Oui, merci beaucoup Rémi. La forêt du bassin du Congo, on tombe à point nommé à la clôture du One Forest, du One Health Summit hier à Lyon, qui parlait notamment de zoonoses, donc de maladies qui sont issues des zones forestières tropicales, notamment, c'est un sujet global. Et donc la biodiversité qui constitue les forêts du bassin du Congo est complètement inestimable et elle est aussi un réservoir biologique majeur, à la fois aussi pour ces zoonoses. Donc la préserver est un objectif de santé humaine majeur, donc je faisais allusion à cela, mais tout autant, elle reste aussi une des principales contributrices à la lutte contre le changement climatique. Les forêts du bassin du Congo séquestrent environ 2% des émissions mondiales. Chaque année, elles séquestrent 600 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. Ça équivaut à peu près à l'émission annuelle d'un pays industrialisé comme l'Allemagne, où ça aurait l'effet d'enlever plusieurs centaines de millions de véhicules thermiques de la circulation chaque année. Donc, elle est une des principales régulatrices de notre climat. Elle est donc une des principales garantes de la poursuite de l'équilibre climatique mondial. Pourquoi est-elle finalement au cœur des enjeux internationaux ces dernières années, alors que malheureusement, pendant plus de 30 ans, depuis les premières conférences des partis et les premiers sommets internationaux, elle était la grande oubliée des débats. C'est parce que les scientifiques se sont rendus compte qu'elle avait des capacités de séquestration supérieures à la première forêt tropicale du monde, qui est la forêt du bassin amazonien. Et donc, il est communément admis qu'elle séquestre 4 fois plus de carbone aujourd'hui que le bassin amazonien. Bon, ce sont des chiffres scientifiques qui sont révisés de manière assez régulière. Mais toujours est-il que, paradoxalement, à leur capacité de séquestration supérieure, elles reçoivent 4 fois moins de financement climatique que les territoires de la forêt amazonienne. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui. Sur ces sujets qui, nous le verrons par la suite, sont également assujettis à un certain nombre de challenges et de défis. Il est impératif de concevoir une finance climat équitable pour les communautés, pour les citoyens et les citoyennes du bassin d'Afrique centrale, afin que ces forêts puissent perdurer dans le temps et ne pas rompre l'équilibre qui permet de les maintenir droites et séquestratrices, puisqu'on a compris avec les grands feux et les grandes occupations, les développements des agro-industries dans le bassin amazonien, que perturber l'orée des forêts et perturber les forêts à des endroits particuliers les déséquilibres et donc font d'elles des émettrices pures de carbone, alors qu'on aurait communément
l'envie de penser qu'elle soit séquestratrice. Donc les principaux défis qui menacent ces forêts du bassin du Congo, elles sont d'abord d'ordre foncier, c'est-à-dire que l'insécurité foncière ne permet pas aux citoyens et aux citoyennes rurales d'Afrique centrale de pouvoir stabiliser leur production agricole, de pouvoir et donc encourage le défrichement. Peut-être l'un des deuxièmes, après Junior bien sûr aura certainement son point de vue là-dessus, c'est certain. L'une des deuxièmes causes, c'est aussi le manque d'institutions souveraines opérationnelles qui permettent de mettre en œuvre le cadre légal et normatif d'une finance climatique équitable, etc. Et finalement, en sous-bassement de tout cela, une population rurale qui est toujours en augmentation, en termes de croissance démographique et qui est extrêmement pauvre. Donc en République démocratique du Congo, 74% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et sur ces 2 tiers de la population, plus de la moitié vivent en zone rurale. Donc si vous voulez, vous avez une conjonction de facteurs qui sont antinomiques à la possibilité de conserver les forêts. Et donc c'est pour ça que le programme Axis est né. Alors, les communautés forestières sont au cœur du programme Axis et du marché du carbone communautaire. Comment est née la rencontre avec elles? Alors, basiquement, nous sommes partis d'un constat très simple. On ne peut pas construire le développement sans le faire avec les communautés de base. Et malheureusement, ces communautés de base se retrouvent marginalisées par les systèmes financiers classiques et sont, on va dire, des bénéficiaires des interventions rattachées à délai de développement. Alors, la rencontre avec ces communautés locales, elle était essentiellement basée sur une démarche d'une volonté politique ferme auprès des autorités congolaises, notamment les chefs de l'État, le président Tshisekedi, de voir comment faire de la transformation économique un levier de développement à la base. Et donc, c'est comme ça, l'un dans l'autre, avec l'initiative 1 milliard d'arbres, qui était une initiative économique communautaire. C'est comme ça qu'est née cette démarche structurante de arriver à faire à ce que, au-delà de intervenir pour aider les communautés à protéger les forêts, parce que l'enjeu n'est pas de protéger les forêts, mais de garantir un mieux-être durable des communautés qui en vivent. L'initiative MAC, Marché communautaire carbone, est née, tout simplement pour créer, comme ça se dit, un marché. Un marché de qui et de quoi? Un marché où l'enjeu de l'économie du climat, c'est-à-dire toute cette économie liée au carbone, liée à la biodiversité, l'économie de la nature, trouve des répondants. Qui sont ces répondants? Ce sont les communautés qui vivent de la forêt, qui vivent autour des forêts, dont les activités impactent les forêts. Comme le disait Mathieu tout à l'heure, comment adresser cet ensemble de facteurs sous-jacents? L'insécurité foncière, on va dire l'indiscipline foncière, si je peux même aller plus loin, les faiblesses de gouvernance à différentes échelles, de la base au sommet, les questions de pauvreté où l'essentiel des moyens de revenus viennent d'utilisation des terres et donc de changement des forêts vers des terres agricoles. Cet ensemble de facteurs constitue des leviers de transformation économique. Et donc MAC, pour faire simple, le marché communautaire carbone, crée des incitants pour les communautés de changer de mode de production et en contrepartie, ces changements de mode de production génèrent des actifs environnementaux qui peuvent être utilisés en termes de compensation climatique, compensation carbone ou autres qui sont liés à la question de la biodiversité. Et vous recueillez, du moins, comment vous recueillez leurs besoins à ces populations, leurs besoins, mais également comment parvenez-vous à obtenir leur consentement? Je veux commencer par comment les besoins ont été recueillis et puis Mathieu pourra compléter sur le consentement. Il faut comprendre que le projet MAC n'est pas né au hasard. En tout cas, ce qui existe n'est pas né au hasard.
un grand effort de rencontre et de dialogue avec des communautés a été fait auprès de plus de 500 communautés périforestières qui vivent ou qui contrôlent une superficie d'environ 20 millions d'hectares de forêt. Ces rencontres avaient permis de faire une analyse approfondie sur comment ils vivent, quelles sont les principales menaces pour leurs forêts, mais surtout, quelles sont les solutions des transformations économiques dont elles ont besoin. Et il faut savoir que dans les cas des initiatives, parce que la RDC est un pays quand même qui a été champion dans les initiatives REDD. L'initiative REDD pour la réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation. La RDC a mené plusieurs études, des cartographies de ce qu'on appelle les moteurs de la déforestation. Donc sur base de ces études, des enquêteurs, des personnes locales ont été déployés auprès de communautés pour clarifier quel a été le besoin, quels sont les enjeux de transformation. Et donc, cet amont, qui est de comprendre les problèmes des communautés et donc les causes directes de la déforestation, qui est le premier facteur d'émission en RDC, a conduit à la modélisation d'un projet économique que l'on appelle MAC. Maintenant, en RDC, il y a des lois. Quand vous développez un projet carbone de type forêt, il y a toute une procédure de consultation de ce qu'on appelle le CLIP, le consentement libre informé préalable. Et ces procédures légales sont définies pour permettre à ce que les communautés soient pleinement intégrées dans la planification, dans la gouvernance et dans la mise en œuvre. Et ça, je pense que Mathieu pourra me compléter spécifiquement sur ça. Dans ce projet, vous proposez aussi un itinéraire de valorisation économique aux communautés. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cet itinéraire ? Oui, mais pour voir cet itinéraire, justement, le point central en fait de l'approche MAC, c'est le consentement. C'est le consentement. Le consentement, c'est un droit, hein, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est un droit qui a été reconnu par la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones en 2007, la déclaration a été endossée par la plupart des pays, les États membres, et notamment la République démocratique du Congo. Elle est reprise dans toutes les normes, elle est reprise dans les politiques socio-environnementales de la Banque mondiale, de la SFI, de la Société de Finance Internationale, et également elle est reprise dans une des 5 conventions cœur du Bureau international du travail. Donc au travers de ce consentement et de la reconnaissance du fait que la forêt est perdue parce qu'il y a des frichages, puisque 80% de la déforestation se produit 80% de la déforestation en Afrique centrale se produit le long des routes, le long de 4 km. En fait, la déforestation, elle ne va très rarement au-delà de 4 km le long des routes, pardon, excusez-moi. Et donc, toute l'idée, c'est, avec les communautés, toute cette phase de consentement libre, informé et préalable, de recueillir leurs impératifs de développement locaux, leurs priorités de développement, puisque parler de communauté, c'est assez arbitraire. En fait, il y a plus de 400 groupes ethno-linguistiques en République démocratique du Congo. Chacun de ces groupes a ses particularités. Chacun de ces groupes a ses rapports ontologiques et spirituels à la forêt. Et il n'est pas lieu justement de défigurer les conceptions de ces femmes et de ces hommes, et justement de les intégrer dans un mécanisme de partage des bénéfices. Donc nous, on se sert du levier carbone pour justement créer un mécanisme de partage des bénéfices équitable où nous envisageons, je crois, que plus du tiers des revenus qui seraient issus de ce marché reviennent directement aux communautés sous différentes formes qu'elles devront décider: rétribution directe, paiement pour services environnementaux, construction d'infrastructures, etc. Voilà. Et justement, sur cette question d'itinéraire économique, vous comprenez qu'on doit adresser la cause de la déforestation. Et la principale cause, c'est l'agriculture itinérante sur brûlés et diverses autres utilisations forestières. Et donc, le mécanisme AXIS, parce que c'est de ça que nous parlons, permet de mobiliser des ressources qui vont, elles, être injectées dans l'agriculture durable, dans la foresterie durable, dans toutes les activités rurales qui sont viabilisées et rendues durables.
Et ça aura un produit. Le produit, c'est des actifs carbone qui sont revendus sur le marché et dont les dividendes, comme le disait Mathieu tout à l'heure, sont réinjectés dans les communautés en termes des gains immédiats et directs. À combien de communautés vous allez accompagner ? L'enjeu, c'est combien de communautés, c'est quoi une communauté ? En RDC, il y a ce qu'on appelle des subdivisions coutumières, qui sont des groupements. Ce sont des groupements des villages. Et ces groupements des villages, au total, le programme MAC en a adressé 500, c'est-à-dire dans les consultations. Ces 500 groupements, dans 11 provinces, contrôlent environ 50% des forêts congolaises, c'est-à-dire des stocks de carbone des forêts congolaises. Alors, vous connaissez bien... 75 millions d'hectares à peu près ? Non. Non. Le programme MAC couvre 20 millions d'hectares. 20 millions. Mais ce sont 20 millions d'hectares qui hébergent près de 50% du stock carbone de la RDC. Et donc, vous voyez que la vision, c'était de travailler là où il y a le gros des émissions, le gros de la déforestation, et ces 500 communautés, justement, ou groupements, qui sont des regroupements de peuples, justement, vont aider à apporter rapidement ces réinversions. Rappelons-le, hein, quand on dit communauté, on parle à la fois des pygmées, des populations, disons, originelles, et puis des autres... Oui. Voilà. En fait, quand on dit écoutez, communauté, qu'est-ce que ça recouvre exactement ? Ça, c'est très bien, c'est une très bonne question. En fait, quand on dit une communauté dans le modèle RDC, parce que c'est lié justement aux concessions forestières des communautés locales, c'est un ensemble de clans qui ont en commun une zone foncière qui les met en commun et dont l'autorité administrative et coutumière est clairement identifiée qui est un chef coutumier. Alors ça peut dépendre. Il y a des communautés qui peuvent avoir une superficie, je ne sais pas moi, de 2 km², d'autres qui ont une superficie de 20 km², de 200 km². Ça dépend justement de la démographie et du patrimoine coutumier foncier qui est réuni. Et l'État leur octroie des concessions. Justement. Et ça, ce qui est très intéressant au niveau de la loi en RDC, et c'est le travail que MAC fait, il apporte de la sécurité foncière à travers les concessions forestières de communautés locales qui deviennent des actifs privés des communautés. Parce que la loi, l'État, est détenteur du sol et du sous-sol. Et il fait des concessions d'usage. Et donc, notre loi a permis de créer aujourd'hui des concessions pour les communautés qui peuvent s'organiser en entités économiques productives pour exploiter ces concessions pour différents usages, des usages de conservation, des usages d'exploitation durable, des usages agricoles et divers autres. Et comment, par ailleurs, cela se matérialise-t-il sur le plan administratif ? Sur le plan administratif, Mathieu va me compléter tout à l'heure, c'est des décrets, donc on va dire des arrêtés des provinces, sur le gouverneur qui octroie par un acte officiel jusqu'à 50 000 hectares de concessions forestières de communautés sur les terres coutumières qui leur appartiennent. Mais en amont, justement, il y a ce processus d'éclipse, parce qu'il doit y avoir un consentement intra-communauté pour accepter que oui, nous sommes une communauté, nous acceptons d'acquérir un actif foncier et l'État, justement, agit. Et donc, le programme MAC, le projet MAC, à travers le programme Axis, va financer ce processus des sécurisations foncières pour les communautés locales, et c'est l'occasion d'en parler. Il y a toute une architecture institutionnelle, il y a un collectif de gouverneurs, qui a un syndicat interprovincial, et il y a une régie interprovinciale des actifs communautaires qui sont des entités étatiques, politico-administratives, qui vont aider justement ces processus d'appui aux communautés locales à sécuriser leurs espaces. Et ces forêts, elles sont l'objet de prédation actuellement, non ? Je ne sais pas si elles sont... le taux de déforestation dans le bassin du Congo est extrêmement faible. Vous avez la RDC qui a un taux moyen
ces 20 dernières années de 0,83%, donc c'est un taux qui est quand même pas énorme. Et vous avez des pays en Afrique centrale qui ont des taux qui sont quasiment nuls ou parmi les meilleurs de la planète. Donc je ne sais pas si c'est véritablement là le sujet. Le sujet de notre programme, c'est ce que Junior expliquait tout à l'heure, c'est le transfert des actifs. Les actifs de la forêt du bassin du Congo sont considérables. La Banque mondiale estime qu'elles ont doublé, elles sont passées de 11 000 milliards de dollars en 2000 à plus de 23 000 milliards de dollars. Bon, ce sont des chiffres naturellement à consolider, mais en ordre de grandeur, en fait, les actifs et les services écosystémiques qui sont rendus par les forêts du bassin du Congo à l'humanité tout entière, elle a une valeur qui est considérable sur le marché, d'accord ? Et en plus, elle anticipe les futures migrations climatiques, elle régule tout, en fait, la forêt du bassin du Congo, elle régule par ses rivières de pluie la plupart du régime pluviométrique du continent. Donc en fait, et en plus, elle a, comme on le disait tout à l'heure, une vocation culturelle considérable pour justement ces communautés et ces peuples autochtones pygmées. Donc la notion importante, c'est que finalement, son danger principal, c'est le défrichement. D'accord ? Donc l'expansion agricole. L'expansion agricole, par manque de sécurité foncière, par manque de tenure foncière et par manque de capacité à réguler et à faire asseoir. Et donc, qui dit insécurité foncière dit absence de possibilité de productivité agricole responsable. Donc en fait, les capitaux responsables qui veulent industrialiser dans l'agriculture, puisque la RDC est potentiellement la première puissance agricole mondiale. En termes de main-d'œuvre, elle bénéficie d'un des plus larges dividendes démographiques de la planète. Elle a de l'espace à perte de vue. Mais simplement, l'absence de sécurité foncière fait qu'il n'y a pas d'investissement économique responsable. Donc un de nos principaux sujets, c'est de transférer des actifs, donc de les faire vivre, c'est-à-dire que ça ne reste pas une lettre morte dans une étude économique, mais simplement de créer cet actif en pouvant le placer sur des marchés financiers à haute intégrité, des marchés crédibles. Et pourquoi ils seront crédibles ? Parce que justement, tout le bien fondé de notre approche et toute la légitimité, c'est que c'est les communautés qui sont au centre et qui sont détentrices de la partie substantielle de cet actif. Quand je parlais de prédation, je parlais de prédation par les cow-boys du carbone, comme disait une étude, c'est-à-dire des gens qui viennent faire signer des papiers. Alors, en fait, c'est un peu en riposte. En fait, moi, parfois, j'en ris. Quand les gens font ça, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est quoi un marché carbone. Mathieu venait de parler d'un actif qui doit être transféré. Il y a une procédure administrative pour que quelqu'un puisse avoir de droit des jouissances d'un actif. Au niveau de la prédation, déjà, peut-être ça, les gens les disent, mais à date, le gouvernement avait déjà créé toute une série de concessions forestières qui, avant, étaient dans l'exploitation du bois et pour la plupart qui sont passées dans l'exploitation de la conservation. Mais prédation exogène, il y a des intentions certes, mais ces intentions n'ont aucune soutenabilité, n'ont aucune viabilité parce que normalement, du point de vue de la légalité, il y a des procédures pour que un entrepreneur puisse jouir d'un droit foncier forestier. Mais justement, dans le projet MAC, la grande différence, c'est que l'actif n'est pas transféré. L'actif reste le bien de la communauté qui devient actionnaire du programme de production. Et dans les détails, c'est vraiment, vous avez votre forêt, nous vous en donnons les moyens pour la gérer durablement, pour en vivre. Les résultats de cette gestion durable génèrent des actifs carbone ou des actifs biodiversité que nous allons mettre sur les marchés de haute intégrité, dont les dividendes vont être partagés et par vous et par les investisseurs. Mais là où ça devient très intéressant, c'est justement ces questions des nouvelles technologies avec la tokenisation. Personne ne veut investir dans une communauté. C'est une couche sociale fragile, insécure. Et donc, le programme Axis amène des solutions nouvelles pour permettre à ce qu'aisément n'importe qui puisse investir dans une communauté et puisse suivre la performance et qu'in fine, les dividendes soient partagés et par l'investisseur et par la communauté, mais surtout par la planète qui profitera de cet effet. Eh bien, messieurs, merci d'avoir répondu à nos questions. Mathieu Auger,
Schwarzenberg, vous m'excuserez pour la prononciation, Schwarzenberg, je le prononce bien? Parfaitement. Vous êtes directeur de la stratégie environnementale et sociale et chef des opérations du projet du marché carbone communautaire. Et Junior Chitea, vous êtes vice-président exécutif des affaires gouvernementales, liaison Axis et développement stratégique en RDC. Et Rémi Arras, merci également d'avoir co-animé cette émission. Merci avec Jemima, moi. au plaisir. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud.